On va commencer, parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse respecter le cadre temporel. En tout cas, merci de votre présence pour cette conférence sur management, mindfulness et qualité de vie au travail. Alors tout d'abord, je souhaitais simplement, et parce que c'est important, remercier Christian Varinard, le directeur de l'IAE Lyon, ainsi que bienvenue, bonsoir, je vous en prie, allez-y, ainsi qu'Anne-Sophie Guéot, directrice du service de formation continue, que voilà, au moment où je l'annonce, c'est magique. Et Catherine Parmentier, la directrice de la communication qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Merci à eux trois, parce que sans eux, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, ne pourrait pas avoir lieu. Donc voilà, bienvenue à l'université à l'IAE de Lyon. Alors, on va procéder de la façon suivante. On va se conserver à tous les quatre à peu près 45 minutes pour un peu dérouler le thème et les différents mots-clés qui sont dans le titre, afin qu'on plante le décor, hein, tout simplement. Et puis, on se gardera une bonne demi-heure pour des échanges entre nous. Questions, réponses, partage d'expériences, voilà, c'est important, surtout avec ce sujet-là. Et puis, je vous présenterai dans les 5 dernières minutes le plus important, pour que vous restiez bien jusqu'à la fin, c'est-à-dire une nouvelle formation qui est proposée par l'IAE Lyon, qui est un certificat dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'adresse aux managers et qui est autour des questions de management, de bien-être au travail et de mindfulness. Alors tout d'abord, je vais vous présenter rapidement les intervenants qui compléteront si besoin, si je dis pas tout ce qu'il faut, on ne sait jamais. Donc Nathalie Bernard, qui est la personne qui nous accueille en fait vraiment parmi les intervenants. Donc Nathalie est maître de conférence en sciences de gestion et en gestion des ressources humaines à l'IAE Lyon. Ça fait 3 ans que tu es là, c'est ça à peu près? 2 ans. Ça y est, je compte trop vite. Avant, tu as fait une longue carrière au sein du groupe AXA, des postes opérationnels, des postes fonctionnels. Et puis, tu es là, pas tout simplement parce que tu as fait ta thèse sur les questions de bien-être au travail et de qualité de vie au travail, et tu es aussi la responsable QVT de l'IAE pour tout le personnel de l'IAE. OK. Bon, voilà, vous voyez, hein, on commence on justifie pourquoi on est là, quoi. Ensuite, Lise Payot-Bouc, merci à toi d'être là aussi. Lise, tu as fait une belle carrière sur différents postes exécutifs en RH. Je crois, dont en Europe du Nord, hein, c'est ça? Voilà, en Suède. Tu es actuellement coach certifié, psychopraticienne et instructrice du programme méditation MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction. On reparlera de ces programmes parce qu'ils font partie un peu de l'ossature de la méditation laïque. Donc, vous inquiétez pas, on dévoilera, je fais un petit teasing, on dévoilera un peu le sens des choses un peu après. Et puis, tu as fondé un cabinet qui s'appelle Résonance Consulting. Et puis surtout, j'ai envie de dire, tu as coécrit Manager en pleine conscience chez Duno, 2e édition, avec Barbara Shankland, qui aujourd'hui est professeure de psychologie positive à l'Université Lyon 2. C'est pas mal, hein, je me dis, hein? Lionel Strum, bienvenue. Tu étais déjà venu ici quand je m'occupais du Master 2 RH pour parler méditation. Donc, on s'est souvent croisés autour de ces sujets. Tu es docteur en psychologie de la santé, professeur associé à Grenoble École de Management. Tu participes activement à la recherche au sein de l'HRP économique, mindfulness et bien-être au travail. Et puis, tu as commis plein de publications qui vont bigrement nous intéresser sur les usages de la mindfulness en entreprise, ce que ça peut apporter éventuellement de bon, et puis aussi qu'est-ce que l'on pourrait y voir de peut-être plus dangereux, les effets pervers, les limites, les choses trappes, dont il nous parlera tout à l'heure. Voilà, donc ça sera vos 4 avec moi interlocuteurs. Donc, pour ma part, je suis docteur habilité à diriger des recherches en sciences de gestion. J'ai été pendant 9 ans professeur associé dans cette noble maison.
Je suis également titulaire du diplôme de médecine, méditation et neurosciences de la faculté de médecine de Strasbourg, psychopraticien, et puis moi aussi instructeur en méditation laïque de l'autre deuxième gros programme, le MBCT, oui c'est ça, Mindfulness Based on Cognitive Therapy, qui s'adresse plutôt aux personnes qui ont fait des épisodes dépressifs, qui ont des troubles anxieux ou des burn-out associés à ces pathologies-là. Voilà, donc ça a une vocation plus santé de façon très, très directe. Voilà, donc c'est maintenant qu'on va pouvoir un peu commencer à aller explorer ce sujet. Ce qui est important pour planter le décor, c'est tout simplement d'aller regarder un thème, alors ô combien d'actualité, puisque je crois qu'on ne parle plus de qualité de vie au travail, mais depuis fin mars de cette année, on dit QVCT, qualité de vie et de conditions de travail. Tu vas nous raconter ça et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions de QVT et pourquoi, quelque part, après la mindfulness, la pleine conscience, à avoir avec ces questions de QVT qui intéressent les petites, les grandes, les entreprises, les publics comme les privés. Je vois que les slides fonctionnent plus ou moins bien. Mais ça n'empêche pas que tu enseignes et je m'en occupe. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail ? Bonsoir à tous. Alors, effectivement, j'avais prévu des slides imagés pour introduire ce qu'est la qualité de vie au travail. Alors, d'abord, la qualité de vie au travail, c'est un sujet d'actualité. Clairement, dans l'espace médiatico-politique, on voit le sujet de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail extrêmement présent. On a des acteurs institutionnels tels que l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ou encore l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, qui sont quand même très présents sur ces sujets-là, qui apportent énormément également sur la compréhension des phénomènes de qualité de vie au travail. Un sujet d'actualité parce que c'est aussi une économie de marché, la qualité de vie au travail. En tout cas, ça l'est devenu. Il n'y a qu'à se rendre au salon Préventica, porte de Versailles à Paris, pour se rendre compte finalement de l'ensemble des intervenants sur ce secteur qui est devenu une économie. Au niveau des entreprises, on voit l'arrivée des Chief Happiness Officers, donc effectivement les responsables du bonheur au travail, qui commencent à arriver dans certaines organisations et qui effectivement sont chargés de ces questions-là sur la qualité de vie au travail. Alors je vous invite également, puisque vous êtes intéressés par la qualité de vie au travail, à vous intéresser à la semaine de la qualité de vie au travail, qui est une semaine qui est un peu institutionnalisée et mise en place par l'ANACT, qui a lieu une fois par an. C'est la semaine prochaine, du 20 au 24 juin, où effectivement, dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier de webconférences, d'énormément d'informations sur ce sujet. Et plus particulièrement cette année, l'année dernière, c'était la thématique du travailler ensemble. Suite au Covid, ça faisait vraiment sens. Cette année, c'est sur le sens au travail qui sera développé. Sens au travail qui est effectivement un point fondamental de la qualité de vie au travail. Alors, pour parler peut-être de définition, puisque effectivement tu m'y invites, Christophe, en passant effectivement de la QVT à la QVCT, donc la qualité de vie au travail à la qualité de vie et de conditions de travail, on est passé en fait d'une première définition qui date de l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2013, qui en fait nous dit quoi ? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette première définition de la qualité de vie au travail ? C'est un sentiment perçu. Donc, sentiment perçu, c'est de l'ordre de la perception. Et sentiment perçu collectivement et individuellement. Donc, quand on parle de qualité de vie au travail, on parle effectivement de perception. Et ce que vient compléter du coup l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 avec le sigle QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, c'est vraiment l'insistance sur la dimension conditions de travail. Alors peut-être que si les slides fonctionnaient... Je pense que c'est lui qui est en rade.
Ouais, il a l'air mal en point, notre projecteur. D'accord. On va se débrouiller. Pas de souci. Du coup, vous auriez vu dans mon slide ce que n'est pas la qualité de vie au travail. Donc, vous aviez deux images, à savoir le baby-foot. D'un côté... Si, ça y est. Ah, voilà, ça arrive. Le baby-foot d'un côté et la fontaine de chocolat avec les fruits à disposition à volonté dans les entreprises. Parce que souvent, en fait, quand on parle de qualité de vie au travail... Tu sais le mettre en diaporama ? On est plutôt sur la dimension cosmétique en fait du sujet. La qualité de vie au travail, et donc la volonté de cette ANI, c'est d'insister sur aussi la dimension conditions de travail qui est un élément central dans cette définition. Alors la qualité de vie au travail, pour compléter mon propos, c'est surtout aussi un dispositif qui se veut concilier à la fois le bien-être au travail des collaborateurs d'un côté et la performance collective de l'entreprise. Ok, alors du coup, aujourd'hui, quels sont les enjeux, les principaux enjeux qu'ont les employeurs, que ce soit dans les plus petites, les plus grandes, publiques ou privées, entreprises? Quels sont les véritables enjeux autour de ces questions? Alors, pour les enjeux, je dirais, les managers aujourd'hui, ils sont confrontés à des injonctions paradoxales. Ils sont typiquement dans une situation où, à la fois, ils doivent répondre à une attente forte de leurs propres collaborateurs de mieux-être au travail, de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, d'épanouissement personnel au travail, d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et en même temps, une autre injonction de la part de sa propre hiérarchie qui est sur la performance. Et finalement, l'enjeu pour les managers de proximité ou même pour les cadres supérieurs, c'est d'arriver à concilier ces deux éléments qui apparaissent a priori paradoxaux. Alors c'est intéressant puisque c'est précisément le sujet de ma thèse, bien-être au travail et performance de l'entreprise, une analyse par les paradoxes, où j'ai pu effectivement mettre en avant le fait que ces deux notions ne sont pas des notions opposées et que effectivement, quand on est bien dans son travail, on est performant au travail. Et de la même manière, quand on est performant dans son travail, eh ben, on est content de sa journée, d'avoir fait et réalisé un travail bien fait. Donc, du coup, ça contribue à notre bien-être. Donc, cette relation entre bien-être au travail et performance, qui est un enjeu pour les managers aujourd'hui de conciliation, elle se trouve précisément dans l'idée que l'un n'est pas à l'opposé de l'autre et que ce sont bien des éléments imbriqués en fait, dont on parle, des concepts qui sont vraiment imbriqués. Et les conditions de travail est un de ces éléments, par exemple. Ok. Alors, en général, dans les questions de QVT, on dit qu'il y a deux grands axes d'action qui sont agir sur l'organisation ou agir plutôt sur les individus ou les petits collectifs de travail. Si on reste plutôt sur la dimension individuelle, quel rôle peuvent avoir les managers, rapidement, en quelques mots, quel rôle peuvent avoir les managers pour contribuer à cette QVT ? Et puis, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils peuvent en attendre en tant que salariés comme les autres dans l'entreprise? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre les managers? C'est effectivement cette qualité de vie au travail, de leur apporter les conditions qui vont leur permettre de mieux réaliser leur travail de manager. Les collaborateurs de pouvoir effectivement aussi réaliser leur travail dans une dimension relationnelle aussi agréable, dans un univers et un univers physique, un environnement physique, des bureaux où il fait bon travailler, lumineux. Ils peuvent aussi en attendre le fait d'avoir un intérêt dans leur travail, parce que quand on parle de qualité de vie au travail, il ne faut pas oublier qu'il y a le travail. La question du sens. Donc la question déjà de l'intérêt du travail. Est-ce que mon travail est intéressant? Est-ce que quand j'ai fini ma journée, j'ai le sentiment de m'être finalement enrichi de ce travail, de cette journée? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai un travail qui m'épuise? Est-ce que finalement, il est régénérateur ou est-ce qu'il est au contraire source de fatigue? Et donc déjà, l'intérêt du travail, c'est-à-dire son contenu, sa diversité, le fait de ne pas avoir un travail répétitif,
de pouvoir contribuer à des projets, de pouvoir effectivement donner un peu de sa propre créativité, contribue effectivement. Donc ça veut dire que l'organisation doit aussi laisser la place à ça. La qualité de vie au travail, dans les éléments organisationnels, on a aussi le sujet du sentiment d'implication. Est-ce que finalement on donne la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer? Est-ce qu'on peut donner aux collaborateurs une voix dans les processus décisionnels? Est-ce qu'on a la possibilité pour les collaborateurs de se saisir des sujets organisationnels et de pouvoir y contribuer d'une manière ou d'une autre? Donc ça, typiquement, on a des éléments de qualité de vie au travail qui sont vraiment qui peuvent directement impacter le quotidien des uns et des autres. Et puis, on va avoir également les éléments de reconnaissance et de valorisation. Et c'est vrai que quand on rentre dans une démarche de qualité de vie au travail, l'organisation doit aussi s'attacher à reconnaître ce qui est effectivement réalisé par les collaborateurs et puis mettre en avant ceux qui sont vraiment impliqués, qui contribuent de manière majeure. Et je crois qu'il y a une possibilité là-dedans uniquement quand l'organisation a dans sa culture la possibilité de laisser le droit à l'erreur. Laisser le droit à l'erreur parce qu'effectivement, quand on positionne un collaborateur comme un exécutant qui a des directives, non seulement effectivement il n'a pas la créativité et du coup le degré d'autonomie et de responsabilisation sur son travail qui contribue à son enrichissement personnel, mais en plus, il va plus prendre des initiatives ou être force de proposition dans ces sujets par peur d'une sanction dans le cas où finalement ces initiatives seraient porteurs d'erreurs ou de... Donc finalement, ce sont aussi des organisations qui laissent une place à le droit à l'erreur, qui contribuent justement à ces démarches. Et puis je finirai quand même par le sujet de l'ambiance de travail, parce que c'est majeur dans le sujet de la qualité de vie au travail, c'est la relation interpersonnelle, c'est les collègues, sa relation avec sa hiérarchie, et c'est finalement notre quotidien. Et combien disent « moi, je ne veux pas quitter cette entreprise parce que, bon, ok, c'est pas super là, c'est pas ça, ça va pas trop, ça va ça, mais mes collègues, au moins j'ai des collègues super avec qui je m'entends bien, je peux compter sur eux, il y a une vraie solidarité. Et quelque part, ça change, ça fait la différence. Donc voilà, quelques éléments, en tout cas pour répondre à ta question, qui sont des éléments organisationnels que l'entreprise, effectivement, peut mettre en place pour favoriser la qualité de vie au travail des collaborateurs. Merci beaucoup. Alors effectivement, on vraiment commence à planter le décor, parce que tous ces thèmes des relations interpersonnelles, du droit à l'erreur, voilà, c'est tous les thèmes que tu as évoqués, on va y revenir petit à petit. Alors évidemment, en essayant de prendre un autre angle. Alors, j'espère que toutes les gesticulations avec l'ordinateur n'ont pas dissipé votre attention, sujet ô combien important pour nous ce soir. Bon, voilà, visiblement, ça semble marcher. Ça va, vous voyez bien? Ça va? Super. Bien, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on va dire depuis une douzaine d'années, on voit de la recherche qui s'intéresse à la façon dont ce qu'on appelle la mindfulness, qui a été traduit aussi par pleine conscience, qui a aussi été traduit par pleine présence, qui est un terme que moi je préfère, enfin je crois que je ne suis pas le seul, c'est qu'est-ce que ces pratiques ont pu apporter, notamment pour répondre à des politiques de qualité de vie et de conditions de travail dans les entreprises. Donc on a aujourd'hui un peu de recul. Il y a eu une thèse, il n'y a pas très longtemps, qui a été soutenue, qui fait une sorte d'état de l'art de la recherche empirique. Donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment des papiers de recherche où des chercheurs sont allés observer qu'est-ce que ça faisait que de mettre en place des pratiques diverses et variées de pleine conscience dans des organisations diverses et variées de par le monde. Voilà, donc vraiment une revue un peu générale.
Alors, avant que je rentre un peu sur ces effets, il faut peut-être qu'on s'entende un tout petit peu sur des définitions, comme tu l'as fait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est déjà cette idée de mindfulness, de pleine conscience ou de pleine présence? Donc là, j'ai un peu bricolé, mais ça doit être à peu près ça, la définition de Jon Kabat-Zinn. Alors, Jon Kabat-Zinn, c'est un professeur de médecine qui, à la fin des années 70, sur la base tout à fait ouvertement de pratiques de méditation bouddhique, va proposer de la méditation laïque à des patients douloureux, des douloureux chroniques, dans son hôpital, qui lui sont envoyés par tous les services qui ne savent plus comment soulager ces personnes. Et donc, il va définir la pleine conscience comme un processus qui est un processus que l'on vit, expérientiel, basé sur une expérience personnelle. Hop. Et qui signifie quoi? D'être intentionnellement, c'est-à-dire on désire, on a une motivation qui fait qu'on souhaite avoir cette pratique, qu'on va le faire de façon délibérée, c'est-à-dire qu'on va orienter notre esprit dans une certaine direction délibérément par un choix personnel. Donc la question, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, de la liberté à pratiquer la pleine conscience est très importante. Et tout ça pour être attentif à un objet qui peut être par exemple le souffle dans le moment présent. Donc dans ce fameux moment présent qui n'est ni les idées sur le passé, ni qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, et de pouvoir le faire sans juger l'expérience et en acceptant tout ce qu'elle nous propose, absolument tout ce qui vient, y compris ce qui n'est pas agréable, comme par exemple une sensation douloureuse pendant qu'on médite. Par exemple, il y en a plein d'autres. Et puis des choses aussi agréables, puis des choses neutres, et puis des choses... Voilà. Tout ce qui vient, on l'accueille. Alors, comme vous auriez compris que ce n'est pas un outil et que c'est un truc à vivre, ben, qui c'est qui a déjà médité ici, peu importe ce qu'on y met derrière, hein. Voilà, vous avez le droit de ne pas répondre hein, si vous voulez rester discret, pas faire votre coming out de méditant, mais sinon, d'accord, vous pouvez refaire, que j'ai pas complètement vu. Ok, super. Donc désolé, on va faire quelque chose de très court pour ceux qui connaissent bien, 3 minutes, 4 minutes. Si vous ne souhaitez pas le faire, bien évidemment, vous ne le faites pas et vous attendez silencieusement que ça se passe. Vous verrez, c'est pas long. Je vais me mettre un peu avec vous, hein, parce que là-bas, oups, on est un peu coincé. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que j'arrête de casser le matériel. Enfin bon. Voilà. On va y arriver. Ça va, vous m'entendez? Toujours? Bien. Alors, simplement vous installer dans une position, si c'est possible, si votre dos vous le permet, sans coller votre dos sur le dossier. Vos pieds bien au sol, bien à plat sur le sol, et puis vos mains sur les genoux, sur les cuisses, posées pour que vos bras soient tranquilles et pas trop collés à vos côtes. Je ne donnerai pas plus d'indications. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Simplement un peu ralentir, mettre légèrement de côté la journée pour prendre quelques minutes pour tout simplement voir si nous pouvons nous recentrer, sentir notre corps posé là, en contact avec la chaise, avec le sol. Sentir nos mains posées sur nos jambes. La façon dont notre corps est présent vis-à-vis des autres dans cette salle. Nous sentir, si c'est possible, pleinement là. Voilà,
il y a juste à laisser être tout ce qui est comme c'est. Il n'y a rien à faire, pas d'objectif à atteindre. Et puis nous pouvons maintenant, si c'est OK pour vous, orienter notre concentration sur les sensations du souffle dans le ventre. Juste continuer à respirer naturellement, tout en étant attentif au ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Peut-être que cela produit des frottements entre le tissu et la peau, des changements dans nos muscles, nos intestins, peut-être quelque chose de neutre ou même une absence de sensation. Tout ce qui est là est juste être pleinement ouvert à tout ce qui se passe dans notre ventre en relation avec le souffle. Et si notre esprit est emmené, embarqué par un son, une pensée, une émotion, juste s'en rendre compte et puis revenir, replacer l'attention dans le ventre, dans le souffle. Dans tout ce qui se produit d'instant en instant, tandis que nous sommes là en train de respirer. Il n'y a rien à réussir si votre esprit est parti, c'est comme cela. Et si vous vous en rendez compte, c'est que vous êtes en pleine conscience et il vous suffit de revenir aux sensations corporelles dans le ventre en lien avec le souffle. Vous pouvez commencer à bouger légèrement les mains, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, et puis juste revenir à là maintenant. Et pendant que je retourne m'installer, si vous souhaitez, vous pouvez noter ce qui vous est arrivé, parce que peut-être que ça alimentera nos débats après, on ne sait jamais, pour ceux qui ont besoin de poser les choses sur du papier. Ça va ? Tout le monde va bien ? Ok. Voilà, on aura l'occasion d'en parler après. C'est un tout petit échantillon, mais je pense que c'est important de vous montrer à quoi ça ressemble, parce que le but, un des objectifs, entre guillemets, de la pleine conscience, c'est de ne pas être que dans le cognitif, dans l'esprit, mais aussi dans le ressenti corporel, dans la dimension émotionnelle, et donc, évidemment, ça passe par le fait de l'expérimenter. Alors, la pleine conscience dans la société aujourd'hui.
Déjà, on trouve aujourd'hui des pratiques de pleine conscience et de méditation en particulier, puisque la pleine conscience, ce n'est pas que de la méditation, mais on va se concentrer là-dessus à peu près partout. Dans les hôpitaux, donc j'ai parlé de tout ce qui est autour du stress, de la douleur chronique. Il y a aujourd'hui des protocoles pour soigner les personnes addictives, pour les cancers aussi. Et aujourd'hui pour la formation des soignants. Alors je vais parler que de la France, mais vous pouvez généraliser à de très très nombreux pays. En France aujourd'hui, il y a 7 diplômes universitaires qui s'adressent à des soignants pour se former à la pleine conscience, dont celui que j'ai fait à Strasbourg, qui était le plus vieux, qui existe depuis 10 ans maintenant. Et puis, on le trouve à Lyon Sud, par exemple, vous avez de nombreuses équipes de soignants. Dans les centres antidouleurs, on a beaucoup de soignants qui aujourd'hui proposent de la méditation. Dans l'éducation, du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, on médite. Il y a des études assez récentes sur la France qui montrent qu'il y a à peu près 30 000 enfants et adolescents qui, chaque année, font des pratiques de méditation qui, généralement, appartiennent à un protocole adapté à leur âge. Et on a aujourd'hui pas mal d'établissements d'enseignement supérieur qui proposent la méditation, tant pour les étudiants que pour le personnel. Et puis, c'est ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, dans les organisations publiques et privées. Ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant, depuis longtemps, si on parle des pratiques autour du soin, depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, il y a une très abondante littérature qui vient analyser, évaluer scientifiquement de façon régulière qu'est-ce que ces pratiques produisent, ne produisent pas, qu'est-ce qu'elles promettent, qu'est-ce qu'elles n'arrivent pas à produire, et puis toutes les autres choses qu'elles peuvent amener qui n'étaient pas nécessairement prévues, dont on parle souvent assez peu, mais je suis sûr que Lionel lui en parlera. Alors dans les entreprises, aujourd'hui, on peut considérer que ça fait une douzaine d'années. Voilà, il y a des entreprises type Google, que je n'ai pas citées ici, qui ont très très rapidement annoncé qu'elles mettaient en place ce type de programme. Je ne vais pas lire la liste de toutes les entreprises que j'ai mises ici. Peut-être que Lionel, toi tu peux préciser, tu dois les voir là. Est-ce que tu peux en rajouter qu'il y a à la chaire paix économique, tu en as en tête peut-être Oui, il y a l'entreprise à Raymond, par exemple. Il y a l'entreprise... j'oublie le nom. C'est bien déjà. Non, il y a HPE. Oui, Hewlett Packard, je l'ai mis. À Raymond, c'est une entreprise de quelle taille ? C'est une bonne PME. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit, y compris dans des chaires où donc les entreprises sont très engagées par rapport à la mise en place des pratiques, on voit des entreprises de plus petite taille. C'est souvent, on pense à de très grands groupes qui mettent ce type de choses en place. Lise, toi, tu interviens dans quel genre d'entreprises qui ne sont pas listées là ? Écoute là, normalement, c'est pour toi celui-là. Tu peux l'amener vers toi. Oui, moi, je pourrais rajouter le groupe Volvo, puisque j'ai contribué avec une équipe à introduire la pleine conscience, la méditation, il y a une dizaine d'années, et ça continue dans sa partie Renault Truck, sa partie française, mais aussi sa partie internationale sur l'ensemble du groupe. BASF je suis intervenue chez BASF, très intéressant parce que des populations aussi d'usines, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas de population, enfin de personnes au travail qui ne puissent pas, pour moi, bénéficier de cette ressource. Et donc c'était vraiment des échanges passionnants. Une entreprise immobilière qui s'appelle Covivio, qui d'année en année a organisé des ateliers aussi pour son personnel. Voilà, on peut citer les trois. C'est bien, ça donne des exemples. Et surtout, ce qui est intéressant, on sait que ça a beaucoup commencé par les dirigeants, par les top managers, mais comme tu le soulignes, aujourd'hui, il y a des entreprises qui essayent de généraliser les démarches, donc pour ne pas faire un peu du saupoudrage, mais vraiment des pratiques continues, qui durent, qui s'installent avec du suivi, et puis où tout le personnel peut être concerné. Ce qui est aussi important par rapport à ça, c'est qu'il y a une évaluation scientifique qui est faite, et on va justement un petit peu s'intéresser maintenant rapidement à quel genre d'effet la recherche commence à percevoir. Il faut prendre tout ça avec pas mal de pincettes parce qu'on a encore assez peu de recul. 12 ans en recherche, c'est très peu.
et puis que cette recherche, elle est essentiellement anglo-saxonne. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des biais culturels, les pratiques, même si elles sont protocolisées, elles ne tombent pas dans les mêmes contextes, et que c'est plutôt les grandes entreprises qui ont été aujourd'hui analysées. Mais quelques petits éléments très rapides, hein, je vais y aller un peu à la hache. Donc, du coup, au niveau santé, bien-être au travail, puisqu'on parlait de ça, là, je crois que ça va presque faire effet de redondance. Vous allez entendre des mots similaires. Bien évidemment, déjà, ça a un effet sur l'attention et la concentration. Bon, c'est normal, puisque la base des pratiques de pleine conscience, c'est d'entraîner. La méditation, c'est de l'entraînement. Notre esprit à se concentrer et à être attentif à un objet qu'on a choisi et à véritablement pouvoir obtenir une flexibilité mentale par rapport à ça. Donc ça se mesure assez bien, hein. Il y a plein de tests qui sont proposés pour voir l'avant-l'après, hein, des personnes qui n'ont pas médité, qui méditent dans l'entreprise, quel est le niveau d'attention et de concentration. Ça a des impacts sur la satisfaction au travail, ça a des impacts sur l'intention de rester. Donc on voit que ça peut produire des effets de rétention. On sait aussi que ça va favoriser les relations interpersonnelles. Ça, je ne vais pas trop le développer parce que Lise va approfondir ça tout de suite après. Ça a aussi des impacts sur l'engagement vis-à-vis de l'organisation. Et donc, par exemple, sur le fait de se sentir reconnu. Mon employeur prend soin de moi, il me propose un dispositif qui dure plusieurs mois. J'ai l'impression d'être pris en charge dans mes dimensions de santé, de vécu au travail. Et donc, du coup, on sait que ça va avoir un lien plus ou moins direct avec le sentiment cette sensation d'être engagé vis-à-vis de l'employeur. Réduction du stress, oui, parce que les protocoles, le premier protocole, le plus ancien, qui est un peu celui qui sert à déployer tous les autres programmes aujourd'hui, est un protocole de réduction du stress. Donc, bien sûr que ça a un impact sur le stress, sinon, depuis le début, on se serait trompé. On commence à voir un peu de littérature aussi sur le lien avec le burn-out. On y reviendra peut-être dans vos questions. Et puis, ça peut avoir des impacts sur la prise de décision éthique, en particulier, sans trop rentrer dans des dimensions neuroscientifiques, parce que c'est difficile de décider sans l'ère de l'émotion et que, du coup, ça peut aider tout type de décideur à être plus connecté à ses émotions au moment où il va y avoir une prise de décision importante, ce qui va permettre, par exemple, d'avoir une décision plus incarnée. Au niveau organisationnel, là encore, alors là, c'est plus compliqué. On sait que les recherches sont plus rares. Au niveau des équipes, ça va avoir des impacts sur l'ambiance de travail, mais tu en as déjà parlé et en gros, ce que tu as dit a aujourd'hui commencé à être investigué. La question de l'implication, pas individuelle, mais dans les communautés de travail. Là, on commence à avoir des recherches qui montrent qu'il y a des impacts. Sur l'autonomie individuelle et des équipes, la pleine conscience peut produire des effets de mieux se connecter à nos ressources et se sentir plus autonome pour réaliser soi-même ou collectivement ce que l'on a à faire ensemble. La question de l'œuvre qu'on produit au travail. Le sentiment de responsabilité, ce que les Américains appellent le locus of control interne, se sentir à l'origine de ce qui m'arrive, avoir le sentiment d'avoir plus de maîtrise sur ce qui m'arrive au travail, de moins être soumis par les règles et tout ce qui se passe. Le droit à l'erreur. Il y a des papiers aujourd'hui sur le fait que les managers qui sont au contact de la pleine conscience ont des comportements un peu plus relâchés avec la notion d'erreur, de non-qualité, et donc laissent des espaces pour essayer, créer des nouvelles façons de faire. Voilà. Et au niveau de l'organisation, je vais être très prudent parce que les liens avec les mécanismes de culture d'entreprise ou de reconnaissance au sens large restent quand même très délicats à mesurer. Alors, ce que je vous propose maintenant, pour qu'on tienne le timing et qu'on ait du temps d'échanger, c'est avec Lise qu'on aille un petit peu creuser certains aspects que je viens juste à peine d'effleurer. Peut-être on peut recommencer par cette question de l'intelligence émotionnelle. Comment, d'une façon plus ou moins directe, la pleine conscience peut aider à développer cette intelligence émotionnelle ? Juste avant d'approfondir, parce que c'est complètement lié à ça, de vous dire que moi j'ai une approche très pragmatique,
c'est juste une expérience de transformation que j'ai vécue et que vous pouvez vivre en fait. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est expérientiel et qu'on peut en parler. Moi, j'étais vraiment contente que Christophe, tu as introduit ça. On peut en parler pendant des heures. En fait, ce qui est important, c'est de pratiquer. Voilà. Et donc, par rapport à ce qui se passe dans les entreprises, c'est aussi expérientiel et c'est aussi de voir les effets. C'est pour ça que les recherches sont empiriques, c'est de voir les effets et de voir que c'est pas un effet de mode, mais c'est vraiment quelque chose qui va créer une antidote par rapport à ce qu'on connaît tous. C'est juste le slide que j'ai mis là. Surcharge cognitive, on est sursaturé cognitivement d'informations. Hyperconnexion, distraction, volatilité, infobésité, c'est les Canadiens, j'adore ce mot-là. Simplement, c'est vraiment l'antidote, et l'antidote est très simple, et en même temps, c'est la pratique régulière qui va faire quelque chose et qui va créer cette transformation. Et l'antidote étant de se recentrer sans jugement sur l'ici et maintenant, tout simplement. Donc, pour vous dire, on parle entreprise, mais on parle d'humains, en fait, qui se recentrent et qui, du coup, vivent cette intimité avec eux-mêmes pour mieux vivre entre eux et eux, et pour mieux vivre leurs relations. Donc, du coup, ça permet effectivement d'aller voir du côté des émotions. Quand je dis que c'est une expérience humaine, on est tête, cœur, corps, sans cesse. Alors des fois on oublie un peu, nous les occidentaux, on a un petit peu la tendance à être tête et puis se dire ah tiens, tant que le corps fonctionne, il fonctionne, et puis cœur, à savoir les émotions, voilà, on est traversé par les émotions mais on veut pas trop s'en occuper. L'idée vraiment qu'il y a derrière, ou l'invitation qu'il y a derrière la pratique de la pleine conscience ou de la présence attentive, parce que tu disais il y a plusieurs mots. Moi j'aime beaucoup le mot présence attentive, donc de cette attention. Il y a l'idée d'être, comme on a fait là, dans la petite séquence de méditation, d'être vraiment au contact avec ses émotions, avec ses sensations. Les émotions et les sensations sont complètement liées, de façon à pouvoir alimenter ses prises de décision, comme tu le disais Christophe, ou alimenter sa pensée, enfin, de faire communiquer en fait l'ensemble. Donc du coup, effectivement, la pleine conscience développe l'intelligence émotionnelle qui est définie comme une prise en compte de ses émotions et de celles des autres pour alimenter sa pensée et ses actes. Donc ça, c'est la définition que de Peter Salovey et John Mayer, qui est juste, si ça vous intéresse, capacité à reconnaître ses émotions et celles des autres et à les utiliser pour guider sa pensée et ses actes. Et bien entendu, si on est vraiment connecté à ses émotions, déjà on va les accepter sans jugement, et c'est ce que permet la pleine conscience, de rentrer dans cette amitié avec ses émotions, et on va pouvoir les utiliser à la fois entre nous et aussi dans les relations. Donc c'est ce parallèle-là, en fait, et qui fait que pour moi, les deux sujets sont extrêmement connectés. Et puis en sachant que l'émotion, c'est typiquement quelque chose qui est intense et court, et qui donc se passe dans ce fugace instant présent. C'est ça, c'est ça. C'est que ça se passe, et plus on essaye de dire « je veux pas », plus l'émotion, elle va grader, c'est-à-dire plus je veux pas être agacée, petit à petit je vais être en colère, et puis petit à petit ça peut devenir de la rage. Plutôt, c'est-à-dire à 2 sur 10, sur une échelle de 10, plutôt j'ai conscience de mon émotion A, il y a un peu d'agacement, un peu d'énervement, donc grâce à cette pleine conscience, plutôt je vais pouvoir en prendre soin, soit l'exprimer, soit me dire « ah oui, l'observer, ça vient de là, ok, je comprends », et ensuite répondre. Or, si on se laisse driver par ces émotions sans en avoir conscience, forcément, on connaît les résultats, et parfois les résultats aussi sur la santé et sur la qualité relationnelle.
Alors après, les questions d'émotion, on peut ouvrir, alors on va juste ouvrir des petites boîtes comme ça, Oui. un peu plus précisément, de cette question de la communication interpersonnelle. En quoi la pleine conscience, ça peut, ou cette présence attentive, elle peut aider un peu à faciliter, à rendre plus authentique et plus juste la communication interpersonnelle. Moi, j'ai juste mis, c'est créer de l'espace, en fait. C'est créer cet espace qui va permettre de s'accueillir et aussi d'accueillir l'autre dans sa réalité. Avec une forme de lucidité, ça développe vraiment la lucidité, c'est dire ce qui est. J'aimais bien, c'est Jon Kabat-Zinn qui dit ça aussi. C'est agréable, désagréable, c'est neutre, mais de toute façon, ça c'est. Donc, dans le présent, le présent est un tout avec la réalité et avec la lucidité. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, en fait, tu disais, dans les études, on voit qu'il y a moins de stress grâce à cette pratique, plus de concentration et une prise de décision améliorée. Moi, je pense que déjà, ça, en tant que tel, c'est une réponse à qu'est-ce que ça permet d'améliorer dans la communication, notamment la communication en entreprise. Si on est moins stressé, bien entendu, on va pouvoir plus écouter les autres, on va pouvoir avoir plus d'espace de tranquillement aller voir. En communication non violente, on dit aller voir sur la colline de l'autre, aller voir ce qui se passe pour l'autre, alors que dans le stress, on est dans des mécanismes de survie, on est dans des mécanismes soit de fuite, soit de bagarre, et donc du coup, forcément, moins de stress va aider la qualité relationnelle. Tu disais plus de concentration, c'est plus d'attention aux autres, se concentrer. C'est aussi être attentif à, tiens, je vois, y compris dans le non-verbal, je vois qu'aujourd'hui, mon collègue, il a une posture, une façon de marcher, une façon de son visage, etc. Donc cette attention va développer de la qualité relationnelle en entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Juste par cette attention. Et puis tu disais prise de décision, forcément. Alors, par la connexion aux émotions, moi j'aimerais rajouter aussi la prise de décision par cette lucidité qui est développée par la pleine conscience. Si on est dans une forme de déni, on ne va pas prendre des décisions, par exemple des décisions très pragmatiques de développer un projet. Si on est dans le déni, qu'on a un souci dans notre environnement, on ne va pas développer le projet. Ou si on est dans le déni, s'il y a une personne dans l'équipe qui pense différemment des autres, si juste ça ne nous arrange pas, donc on veut le mettre de côté, à ce moment-là, la décision, elle ne sera pas complète. Donc tout ce développement de la lucidité ici et maintenant, c'est ça qui se passe. Voilà, observons, sans jugement. Ça permet aussi vraiment de développer une prise de décision. Et puis je rajouterais 2 éléments qui sont le développement de l'empathie. On a les pratiques sur le souffle, on a aussi des pratiques de méditation, de l'amour bienveillant, ou en entreprise, du développement de la bienveillance, où il y a toute une pratique en fait de développement de l'amour pour soi, et puis de l'amour pour du respect ou de l'accueil pour son voisin, son collègue, la personne qu'on ne connaît pas, ou la personne avec laquelle on a des difficultés. Et forcément, dans cette pratique, qui est un courant de méditation là aujourd'hui qui se développe fortement, forcément, on développe son empathie, on va développer aussi la résonance affective, en fait. Du coup, rentrer en résonance émotionnellement avec l'autre dans cette forme d'empathie. Et puis la dernière, c'est la créativité. Je ne vais pas être trop longue. Oui, là, c'est la grande liste. Donc, dans le bouquin qu'on a coécrit avec Rebecca Shankland, elle a apporté vraiment toute la partie de recherche, puisqu'elle est maître de conférence en psychologie positive. Et moi, j'avais juste pragmatiquement ce que ça faisait, ce que ça avait fait dans mes pratiques avec les équipes, puisque en tant que DRH, j'ai managé des équipes. Et du coup, on a fait cet aller-retour. Et sur cette partie créativité, c'est aussi... je vais prendre un exemple qui va être très très clair pour vous. Je suis sûre que vous avez fait des brainstorming, et je suis sûre qu'à des moments de brainstorming, au début, il y a non, ça c'est pas possible. Ah non, ça on oublie, etc. Donc on exprime une idée et il y a une personne, qui émet un jugement.
la créativité est tuée immédiatement. Donc du coup, ce non-jugement, en fait, cette mise en pause du jugement, notre cerveau, il est fait pour juger, pour classer, pour automatiser. Mais cette mise en pause où on débranche un peu le pilote automatique qui nous pousse à juger en permanence, va permettre une vraie créativité en équipe. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai constatées. Ok, super, merci. Juste, ça fait résonner en moi et on fait pas mal de recherches sur les questions de discrimination, de préjugés et de stéréotypes. Les biais cognitifs. Et bien, effectivement, les biais cognitifs, les méditations d'auto-bienveillance ou sur la compassion peuvent être de magnifiques entraînements pour commencer à petit prendre conscience de la façon dont on perçoit l'autre, dans la façon dont on le résume, le discrimine à quelques éléments, ce qui peut, on sait, conduire à tout un tas de comportements, y compris des comportements qui sont légalement complètement répréhensibles. Peut-être maintenant, merci beaucoup, passer à une vision un tout petit peu plus, un petit peu plus critique. Parce que, comme d'habitude, mais ça, c'est vieux comme le monde des organisations. Les organisations sont à l'affût de nouvelles pratiques. Des nouvelles pratiques sont proposées aux organisations. Et ces pratiques débarquent dans les organisations. Et tout de suite, ça pose des questions. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des effets pervers qu'on n'avait pas vus ? Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas aussi des risques pour les personnes, pour les collectifs ? Et donc ça, on va le voir avec Lionel. Peut-être déjà, du point de vue plus organisationnel, toi, qu'est-ce que tu as pu un peu constater de ces risques, limites et effets pervers potentiels ? Vous avez compris que c'est moi qui vais avoir le rôle du mouton noir, en fait. Hein. Bah oui, mais tu es habillé en noir. Non, pardon. C'est ça. Juste avant, peut-être repositionner, parce que c'est toujours important de savoir qui c'est qui s'exprime. Juste pour refaire un peu une rétrospective, pardon. Mes recherches doctorales ont porté effectivement sur un programme protocolisé particulier. Il l'a évoqué Christophe, c'est le programme MBCT. Donc c'était en 2007. J'ai été formé à ce programme par Zoé Logac à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et donc l'idée, pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'objectif de ma thèse a été de transposer ce programme dans le cadre de la problématique du stress au travail et ses conséquences, bien évidemment, par rapport à l'épuisement professionnel. Donc c'est juste pour remettre en perspective. Par rapport à ce que tu disais, Christophe, je pense qu'effectivement, il faut aussi revenir sur un point d'origine par rapport à l'implantation justement des programmes de pleine conscience au sein des entreprises. Vous l'avez évoqué bien évidemment aussi, Lise et toi Christophe, le programme MBSR. C'est-à-dire qu'il y a un détour qui est important à faire avant effectivement de comprendre comment finalement l'entreprise saisit la pratique de la pleine conscience justement dans les environnements professionnels. Donc mindfulness-based stress reduction, hein, un protocole de réduction du stress qui organise la pleine conscience. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'effectivement, en grande majorité, les entreprises qui ont implanté effectivement la pratique de la pleine conscience en entreprise s'inspirent, en tout cas s'inscrivent dans les lignes directrices, évidemment, de ce protocole, de ce programme protocolisé par Kabat-Zinn. Et donc j'avais envie effectivement avant de revenir un petit peu sur les origines, justement, parce que c'est important. Vous verrez qu'il y a une filiation extrêmement importante à prendre pour comprendre effectivement ce positionnement au sein des entreprises. Donc de quoi s'agit-il ? Évidemment, il s'agit, comme Christophe l'a évoqué, dans les années 70, John Kabat-Zinn, donc médecin, chercheur en médecine moléculaire américain, a commencé à introduire des pratiques de pleine conscience dans le domaine clinique, et précisément par rapport à des patients qui souffraient de douleurs chroniques ou en fin de vie. Et donc le programme MBSR qu'il a créé fut développé pour aider justement ces patients à mieux supporter la douleur et la problématique du stress qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de ces maladies chroniques. Donc en fait, ce qui est important à noter, c'est que la pleine conscience au sein de la médecine occidentale s'inscrit dans une modalité thérapeutique en fait. Et donc, en complément, ce qui est aussi important de noter d'emblée, c'est que l'explication étiologique du stress qui est portée effectivement par le programme MBSR est à rapprocher de processus qu'on pourrait qualifier de psychologiques et cognitifs dysfonctionnels. Donc, je dis ça, maintenant je reviens effectivement sur... À l'entreprise. On sent que ça va dissonner un peu là. Et donc, effectivement, par rapport à l'implantation de la pleine conscience en entreprise, il y a eu un mouvement majoritaire
d'importation du programme MBSR dans le but, eh bien, de quoi? Deux choses, d'améliorer effectivement le bien-être des employés au travers de la gestion du stress, ça a été évoqué, et puis également de favoriser ce qu'on pourrait appeler l'efficacité et la productivité des organisations au travers d'une gestion de l'attention dans une perspective effectivement de diminuer le vagabondage mental et d'augmenter évidemment la concentration. Donc on peut dire qu'il y a une forme de médicalisation et de psychologisation des pratiques de pleine conscience comme forme d'auto-assistance finalement par rapport aux problématiques de stress au travail et de déficit attentionnel des employés. Et donc, évidemment, ce qui est important, c'est de voir aussi qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la pratique de la pleine conscience dans l'objectif, bien évidemment, d'un soi optimisé au service de l'entreprise. Et juste pour terminer, Christophe, je suis un peu long, mais c'est important. Ah, c'est important. Et donc, effectivement, même si cette démarche, évidemment, est louable, dans le sens où chaque individu fait face à l'adversité dans le monde du travail de façon inégale, et que pratiquer la pleine conscience peut être aussi source effectivement de développement de ressources justement salutogènes par rapport effectivement aux problématiques qu'on peut rencontrer, eh bien, il est important quand même de noter que cette application effectivement de la pleine conscience soulève un point pour moi qui est crucial, c'est-à-dire un point aveugle. Par rapport au fait que le résultat, c'est développer en quelque sorte une espèce de culture mentale, finalement individualisée face au stress et aux difficultés rencontrées dans le cadre du travail, tout en minimisant ou en occultant bien sûr des facteurs environnementaux qui seraient bien évidemment à prendre en compte. Juste pour terminer, deux points que je voulais évoquer par rapport à ta première question, et si tu veux juste mettre peut-être mon slide. Mais tu sais qu'on a changé d'ordinateur. Ah, oui. Donc effectivement, c'est pas grave. Alors, j'ai deux images à vous montrer, puisque évidemment, les propos que je porte sont des propos qui s'inscrivent d'une part dans la recension de la littérature scientifique, puisque je suis moi-même chercheur sur cet objet depuis une quinzaine d'années, et puis également je fais de la recherche terrain, et donc évidemment, ce que je vous raconte est aussi emprunt par rapport à mes recherches évidemment que je mène aujourd'hui. Et donc, il y avait deux images. La première, une image qui montre effectivement un ouvrage qui s'intitule Mac Mindfulness. Purser est un auteur et un chercheur effectivement important puisqu'il s'inscrit évidemment dans cette mouvance, dans ce collectif effectivement critique de la mindfulness par rapport évidemment à des formes d'idéologie évidemment qui saisissent la pleine conscience, par rapport aussi à ce mouvement néolibéral et capitalistique, bien sûr, aussi de la pleine conscience. Et il y avait un deuxième ouvrage qui était important, un collectif aussi, que je voulais vous montrer, qui, bien sûr, fait une revue critique aujourd'hui de la pleine conscience par rapport à son installation d'entreprise. Et donc, le deuxième point critique, puisque j'avais relevé deux points que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est que l'on peut évoquer que l'intériorisation de la pratique de la pleine conscience, Lise, évidemment, l'a très bien exprimé, eh bien, peut conduire également à ce qu'on pourrait appeler une intériorisation de phénomènes organisationnels et managériaux. Par exemple, les exigences, évidemment, dans le cadre de nos tâches quotidiennes, mais plus largement les exigences aussi qui sont portées, bien sûr, par l'entreprise. Mais je pourrais aussi vous parler, bien sûr, des systèmes de domination ou encore des systèmes, bien évidemment, de pouvoir qui s'inscrivent dans n'importe quelle organisation, puisque, bien évidemment, ces systèmes sont consubstantiels, bien sûr, à toute forme d'organisation en place. Et donc, juste pour terminer, ce qui est important, bien sûr, de comprendre, c'est que les programmes de pleine conscience, aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés, en tout cas dans les entreprises, eh bien, sont des programmes individualistes et qui peuvent, bien évidemment, préserver les structures organisationnelles et managériales qui contribuent à la souffrance sociale et renforcer aussi des conceptions réductionnistes de détresse psychologique. Ok. Donc moi, si je comprends bien, c'est que effectivement, mais ça, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est autour de la gestion des risques psychosociaux, une des parties de la qualité de vie au travail, eh bien, il y a tout simplement cette idée que on pourrait, si on n'accompagne pas
la mise en place de la pleine conscience dans les organisations par d'autres dispositifs qui sont plus tournés vers les équipes, les collectifs, l'organisation, l'environnement de travail, comme le disait très bien Nathalie au début, eh bien, on va marcher sur une jambe et donc faire poser tout le poids sur les individus, quitte à presque avoir une injonction que ce soit eux qui doivent régler les problèmes de stress qui pourraient tout à fait venir d'ailleurs et donc pas d'eux. C'est ça ? Oui, et puis je pense que ce qui est important de noter en complément, c'est qu'évidemment, la pleine conscience, nul doute qu'elle apporte des fonctions régulatrices en termes d'émotion, en termes d'attention et de comportement. Ça, c'est une évidence. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas, bien sûr, occulter toutes les dimensions qui constituent une entreprise, le social, l'économique, le politique, qui sont importants, bien sûr, à prendre en compte. Ok, juste avant qu'on parte dans un échange avec vous toutes et vous tous, est-ce qu'il y aurait des risques pour les managers en particulier. Est-ce que la mise en place de pleine conscience, alors que l'on ferait pratiquer à eux ou qui seraient dans leur environnement de travail, par exemple des gens de leur équipe qui feraient ça, est-ce que ça pourrait avoir des limites et des risques pour cette population en particulier, d'après toi ? Oui, comme les employés en fait, qui suivent les programmes habituels, hein, les risques sont les mêmes, avec des risques qui sont complémentaires pour ce type de population, puisque l'idée, c'est que, à mon sens, hein, il faudrait aussi que le manager ancre sa pratique dans une dimension éthique et responsable. Ouais. C'est évident, on pourra parler peut-être de la filiation effectivement bouddhique, qui est important et bien sûr aujourd'hui il y a une sorte de dépouillement qui est questionnable et qui interroge effectivement beaucoup par rapport à cette dimension éthique et donc aussi par rapport aux managers, ce qui est important aussi à mon sens, c'est de développer ce qu'on pourrait appeler un discernement critique des phénomènes organisationnels et managériaux de l'entreprise, de sorte effectivement à promouvoir en tout cas des transformation bien sûr personnelle et sociale qui soit opportune et qui permettent justement de ne pas rester dans cette orientation individualiste, mais qui soit capable d'embrasser effectivement beaucoup plus largement l'entreprise. Donc, comme d'habitude, il faut savoir raison garder. Et puis, nous sommes à l'université. Et donc, quand on prend un objet, on le regarde avec prudence. Et surtout, quand on commence à avoir des mécanismes d'importation-exportation entre la sphère de l'organisation et les autres sphères de la société. Donc, si nous sommes là, c'est que nous sommes convaincus que la pleine conscience, la présence attentive, ce sont des processus qui peuvent vraiment être intéressants. Mais maintenant, effectivement, il faut avoir vraiment conscience de ces limites potentielles, de ces risques. Est-ce que, comme ça, tu aurais un garde-fou, quelque chose que tu pourrais nous partager qui pourrait éviter que l'on tombe dans les pièges, quelque chose un peu concret qu'il faudrait faire pour pas tomber dans les choses trappes? Oui, je pense que la première des choses aussi, alors je vais un peu élargir, pardonne-moi dans ma réponse, mais c'est bien sûr de ne pas dépolitiser la question du stress, évidemment, puisque lorsqu'on la remet dans les mains des employés, eh bien, on a tendance effectivement à dépolitiser le problème. Et donc, évidemment, il faut remettre le problème au centre effectivement de l'entreprise. De même, peut-être ce qu'on pourrait noter, c'est développer peut-être l'aspect un peu plus communautaire de la pratique, dans un objectif effectivement de transformation personnelle et sociale. Et puis Lise a souligné un élément effectivement qui est fondamental en tout cas pour moi, c'est l'expérience. Et donc effectivement, il faut être capable dans les entreprises d'ouvrir des espaces dialogiques dans lesquels effectivement on est capable de déposer à la fois ces problèmes qui nous sont personnels, c'est-à-dire la façon aussi dont on regarde parfois les problèmes. Peut-être qu'effectivement ça montre qu'on a une perception qui peut être parfois déformée et erronée. Et donc si on est capable effectivement de partager en tout cas la façon dont on saisit peut-être les problèmes qui nous concernent, d'une façon un peu plus collective, on sera capable peut-être aussi de les prendre d'une façon beaucoup plus collective et sociale pour ne pas rester effectivement ancré en tout cas dans une orientation qui se veut extrêmement individualiste. On pourrait parler longuement de choses. Je pense qu'effectivement aujourd'hui il faut dépasser les programmes qui existent aujourd'hui. Alors il y a effectivement aussi une réelle utilité, bien évidemment, que les programmes MBSR ou MBCT s'imposent, puisque dans la recherche, bien évidemment, c'est important.
Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit dans une deuxième génération de programmes de pratique de pleine conscience pour prendre en compte justement tous les éléments aujourd'hui qui sont portés à notre regard en termes de critique méthodologique, parce qu'effectivement, Christophe, tu as parlé aussi des résultats scientifiques, mais ils sont aussi à prendre avec prudence, puisque évidemment, il y a des biais méthodologiques qui sont parfois extrêmement importants, et puis c'est vrai qu'on a été aussi, parfois en tant que chercheur, extrêmement élogieux par rapport effectivement à l'enthousiasme que nous-mêmes nous pouvions avoir. Merci beaucoup. J'espère que nous n'avons pas trop parlé, mais c'est vraiment le temps des questions. Alors, on va faire une petite règle simple. Il y a un micro qui va circuler. Et puis, du coup, on va se faire une promesse mutuelle. Des questions courtes, des réponses courtes. Voilà. Alors, je crois que... Merci, mesdames. Il y a une première question là-haut, puis après, il y aura ici en bas. Merci, Claire. Monsieur, oui, bonsoir. Je ne pense pas qu'on ait parlé du problème, pour moi, assez important dans les entreprises, c'est les critères d'évolution au sein de l'entreprise, du personnel au sein de l'entreprise. Souvent, j'ai la sensation que c'est ça qui crée la bisbille entre les employés. Vous parlez de quoi? De carrière, là? Oui. Et en quoi, pour vous, il pourrait y avoir un lien entre la gestion des carrières et la pleine conscience? Vous pouvez peut-être éclairer un peu votre question? Non, peut-être que monsieur veut parler du lien entre effectivement la possibilité d'avoir des perspectives de carrière et effectivement la qualité de vie au travail. Ouais, les luttes de place voilà, autour de l'évolution professionnelle, c'est ça? Exactement. Okay. Oui, en effet, effectivement, vous avez raison de le dire. C'est un élément essentiel de la qualité de vie au travail, c'est de pouvoir aussi se réaliser. Se réaliser passe par effectivement un développement de ses propres compétences et de possibilités effectivement d'évolution, d'avoir des perspectives de carrière. Donc c'est un élément organisationnel. Alors c'est vrai que la conférence finalement, elle porte plus sur la dimension, on va dire, individuel et personnel, mais ça n'empêche pas qu'effectivement cet élément organisationnel est favorisant de la qualité de vie au travail. Juste pour éclairer de façon très pragmatique ce point-là, je pense que quand on commence à mettre en place des groupes de pratique de pleine conscience en entreprise, je pense par exemple au sein du groupe Apicil, il va falloir être extrêmement vigilant lorsqu'on constitue des groupes qui vont pratiquer ensemble, où il va y avoir une parole collective qui va se libérer, s'il y a énormément de temps d'échange autour des pratiques, eh bien qu'il n'y ait aucun lien hiérarchique entre les personnes. Parce qu'effectivement, comme la sphère de l'intime risque de se dévoiler dans les échanges autour de la pratique, il ne faudrait pas que ce dévoilement soit au détriment ou au profit de certaines relations de pouvoir ou d'informations qui vont être utilisées par ailleurs, par des personnes. Enfin, voilà. Donc effectivement, il y a des règles de mise en place de pratiques de pleine conscience au travail très strictes par rapport à des enjeux que vous venez de souligner, qui sont des enjeux que Lionel soulevait autour des questions de pouvoir, en fait, tout simplement. C'est bon, on a répondu à votre question? Oui, moi je pense que c'est un des premiers critères de tension, de stress, de tout ce que vous venez de citer là. C'est l'organisation de l'entreprise, la façon de récompenser les gens, de récompenser ou de favoriser les gens. Bien sûr, bien sûr. Super, merci. C'était bien de ne pas laisser ça dans l'angle mort que l'on aurait pu fabriquer. Alors, il y a quelqu'un qui veut poser une question là-devant, s'il te plaît, Claire. J'ai vu une main tendue tout de suite. Donc, nous allons fabriquer de la frustration, bien sûr. Merci, Bonsoir. merci pour la conférence. Moi, je suis convaincue de la démarche et de la nécessité qu'il y a besoin de plus d'humains dans les entreprises. Je suis contente que ça se démocratise du coup. Mais justement, concrètement, vu que vous avez eu pas mal de cas de recherche, etc., dans les postures managériales, quand on voit des offres d'emploi, on va dire la posture de savoir-être, où vous avez parlé aussi du poste Chief Happiness Officer, j'ai l'impression que ça a été un peu un effet de mode et aujourd'hui, c'est plus trop des offres qu'on retrouve, ou même coach interne, vous allez dans les offres d'emploi, c'est pas des choses qu'on retrouve. Donc concrètement, sur le marché du travail, après, alors on a parlé d'ateliers, je sais que ça se met en place timidement dans les entreprises, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une grosse culture, une grosse transformation à faire. Vous avez parlé de gros groupes, a priori, où c'est mis en place. Voilà, concrètement, un peu
sur le marché du travail, comment ça se passe Qu'est-ce aujourd'hui. qu'il y a derrière? C'est votre, juste pour voir si j'ai bien compris, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est le fait que ça serait pas très répandu, des petites choses un peu anecdotiques et que ça ne soit pas véritablement pleinement mis en place, transformateur, généralisé. Oui, puis ça peut être, voilà, aujourd'hui on s'intéresse à ça, ça peut mettre, je sais pas... À effet de mode. Oui, voilà, effet de mode, et que... Enfin, moi je trouve que c'est hyper important, donc je suis convaincue de la démarche, mais des fois, voilà, on se dit, on y va, enfin du coup, ça fait un peu un lien aussi avec la formation et peut-être. On va dans le certificat. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, c'est un peu ça okay. aussi. Et comment ça peut être valorisé si on postule à une offre? Okay. Ou même si vous avez vu, je sais pas, accompagner des entreprises au niveau DRH aussi. Typiquement, dans les offres d'emploi, le savoir-être, je trouve qu'il est peu mis en avant, alors que du coup, dans les postures managériales, je trouve que cette vision du management, ça devrait être. Moi, je pense qu'on va tous avoir des trucs à dire. Alors, du coup, j'y vais, je fais très vite et après, la parole aux autres. Mais il va t'arriver. On en a peu parlé, mais bien évidemment, ces programmes pour les managers, ça a pour objectif de développer ce qu'on appelle les soft skills. Donc, ces compétences qui sont souvent un peu à bas bruit, mais qui sont aujourd'hui quand même très souvent valorisées, y compris par des chartes de management ou des référentiels de compétences managériales qui mettent beaucoup en avant ces questions de confiance en soi. Enfin, Lise en a beaucoup listé ces éléments d'émotion et de prise de décision. Donc, on sait que les entreprises ont depuis longtemps envie d'aller voir ça et de le développer, mais souvent de façon assez injonctive, mais de façon de plus en plus visible. Bon, voilà, je me tais. Moi, j'ai la vision, c'est une super question. Moi, j'ai la vision que les soft skills, justement, les compétences molles, c'est horrible, douces, sont de plus en plus importantes, de plus en plus valorisées, de plus en plus recherchées, etc. Avec un biais, et là, je rejoins bien le collègue sur le fait que ça pourrait être d'aller évaluer la personne vraiment dans son être et dans son intimité. Donc, avec ce biais-là. Ce qui me permet de dire que moi, je suis d'accord que la pleine conscience peut être instrumentalisée. C'est juste la discussion d'avant, mais je n'avais pas de micro. Et que pour moi, il y a une base qui est la base de volontariat. Et je suis toujours dans mes interventions sur une base de volontariat. Et si on me dit non, on met les gens, par exemple dans une conférence, à ce moment-là, le volontariat, c'est dans toutes les pratiques. C'est volontaire, dans tous les partages. Je fais des ateliers de 10 personnes. Vraiment, alors il peut y avoir des pressions, il peut y avoir, moi je suis bien consciente, je ne suis pas naïve, qu'il peut y avoir des pressions à parler et à des endroits où on n'a pas envie, mais en même temps la règle, elle est très forte et pour moi c'est un des garde-fous parmi d'autres qui peut être posé pour que ce soit pas trop instrumentalisé. Voilà. Bon, après, moi, je pense que ça peut être valorisé que de dire que l'on a essayé d'aller développer ce type de compétences-là, notamment avec quelque chose qui n'est pas un outil, mais le processus que propose la pleine conscience. S'il y a d'autres réactions à cette question... Oui, alors en RH, ce que l'on peut quand même observer dans les sujets de recrutement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, parmi les candidats sur un poste, l'accès à la connaissance et le diplôme, quelque part, il est beaucoup plus facile aujourd'hui que c'était dans les générations précédentes. Et donc, vraiment, ce qui fait la différence au niveau du recrutement, ce sont effectivement ces soft skills, ces savoir-être, et que, en fait, un candidat va être choisi par rapport à un autre, non pas par rapport à son expérience, son diplôme, etc., puisque finalement, cet accès-là, il est assez facile aujourd'hui, mais justement sur ses savoir-être. D'où l'importance vraiment de travailler, et on le fait déjà avec nos étudiants, de leur faire prendre conscience dans le cadre d'accompagnement sur l'insertion professionnelle, de prendre conscience de cette dimension-là, ne serait-ce que déjà de savoir en parler, de ses propres savoir-être, de savoir également les mettre sur leur CV. Donc ça veut dire que non seulement effectivement c'est un vrai sujet, mais c'est une attente aujourd'hui des entreprises que de connaître et que ça soit même écrit et visible sur les CV dans le cadre de recrutement. Donc cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Merci. Si tu veux rajouter quelque chose ou pas, c'est comme tu veux.
En fait, Je suis sûr qu'il y avait d'autres questions de toute façon. Vas-y, je t'en prie. Non, je rajouterai juste très rapidement. En fait, bien sûr, avant, mon rôle était de mettre en perspective effectivement un certain nombre de critiques, et c'est normal. Mais si les critiques, elles existent, c'est parce que aussi la dissémination, en tout cas de la pleine conscience, elle est forte aujourd'hui. Dans les entreprises, elle est effectivement extrêmement importante. Alors bien évidemment, dans les pays anglo-saxons, elle est plus implantée qu'elle ne peut l'être effectivement en Europe et par exemple en France. Mais l'ouverture est importante. Et j'ai moi-même participé à former 150 dirigeants en région Rhône-Alpes. Donc je peux vous dire qu'effectivement, la réceptivité, en tout cas en termes par rapport à la pleine conscience, elle est importante et elle est intacte encore aujourd'hui, bien sûr. Juste avant de commencer la conférence, on se disait tous les deux que je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Parce que la mode, par définition, ça ne dure qu'un temps. Et là, ça fait quand même maintenant 40 ans qu'on en parle. Si on peut avoir quelques dates en France, l'association de développement de la mindfulness a été créée en France en 2009. Donc en 2009, il y a une association nationale qui accrédite les instructeurs, qui les forme, qui vérifie leur éthique, leur déontologie. Donc 2009, c'est pas hier. Donc ça veut dire que ça s'installe. Par contre, probablement qu'il y a un effet de vague qui est en train de retomber, que moi je perçois très clairement en tant qu'instructeur, on va passer à autre chose qu'un effet de mode qui avait beaucoup duré, et que maintenant ça va s'installer, mais que ça va du coup faire aussi du ménage entre différentes officines, différentes façons de faire, certaines très très bien bordées, d'autres moins bien. Donc je pense que c'est pas par hasard qu'on est là ce soir et qu'il y a cette proposition de certificat, parce qu'on va passer à une autre étape. Je pense qu'on est en train d'entrer dans l'étape 2 qui existe déjà aux États-Unis, mais qui commence en France. D'autres questions? Oui, je vous en prie, monsieur. Bonjour. Suite à l'exposition, tout d'abord, merci à chaque intervenant. Il y a plusieurs mots clés qui ont sorti de la présentation. Je voudrais appeler votre réaction à 3 mots qui, pour moi, dans mes travaux de recherche, me semblent fondamentaux dans les organisations. La première, c'est la cohérence. La deuxième, c'est la cohésion organisationnelle, cohérence organisationnelle, cohésion organisationnelle, et la résilience vis-à-vis ce que nous va arriver dans les années à venir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques, environnementaux, alimentaires. Voilà. Donc, de quelle façon cette soft skills qui est développée grâce à la méditation et la pleine conscience peut impacter ces 3 mots. Je vous laisse vous exprimer. Cohérence, cohésion, résilience. On en prend chacun. Qui veut se coller auquel? Merci beaucoup. Merci, parce que ça fait partie des mots que vous retrouverez par exemple dans la plaquette sur le certificat. Bien évidemment, c'est des mots qu'on met souvent en avant sur ces pratiques-là. Alors merci, parce que je les aime tous. Oui, ils sont très très bien. Ils sont vraiment bien et ils collent à l'actualité. Celui que j'ai envie de commenter pour laisser, c'est résilience. C'est effectivement une pratique qui permet, dans ce chemin d'acceptation de ce qui est, sans jugement, ici et maintenant, de quitter les ruminations de ce qui s'est passé, de quitter les projections anxieuses et du coup d'arriver dans un chemin de résilience. Donc je trouve que c'est vraiment c'est ce dont notre monde a besoin, bien entendu, dans des transformations accélérées. Et pour moi, c'est ce que permet la pratique. Merci pour ce mot-là. Du coup, je vais prendre lequel? Cohérence. C'est vrai que la pleine conscience, elle va vraiment aller regarder cette question d'alignement, de cohérence. Alors, on l'a dit, tête, cœur, corps, avec toutes les dissociations que l'on rencontre souvent dans l'entreprise où les choses sont très mentalisées, le pilotage automatique, le mode faire, la réduction des écarts, le contrôle qualité, le contrôle de gestion. Enfin, tout ça, c'est un mode de fonctionnement qui est
on va dire, pas à l'opposé, mais qui est très loin de celui que propose la pleine conscience, qui est plutôt de rechercher une vision globale et cohérente de mes envies, mes besoins, mes valeurs, ceux des autres, et comment ça va s'harmoniser, comment ça va s'articuler, et comment on va créer des espaces pour soi et pour les autres, pour les parler, et puis pour faire en sorte que ça aille dans le même sens, et que du coup ça fasse par exemple de la cohérence au sein des équipes. Donc c'est une des ambitions de ce que la pleine conscience peut proposer. Après, bon, moi j'ai une pratique ancienne, c'est sûr que ça suppose souvent de faire beaucoup plus qu'un programme qui parfois est trop court en entreprise. Si on revient au fondement de la pleine conscience, c'est une pratique au quotidien, souvent pendant très longtemps, pour que ça produise ce type d'effet. Et puis encore, on l'a dit, il faut que tout ça soit très bordé au niveau de l'organisation, au niveau politique. Mais oui, c'est censé produire ces effets de cohérence. Bon, alors, c'est toujours difficile, évidemment, de répondre à votre proposition, monsieur. En tout cas, ce que je peux dire, si on avait le temps, bien sûr, on pourrait déplier l'anatomie de la pleine conscience. Et donc, on comprendrait assez aisément chacun, en tout cas, la force et la résonance des trois mots que vous avez bien sûr exprimés. Je pourrais dire simplement, si je reprends un petit peu la démarche expérientielle et l'ancrage, effectivement, qui est le mien, à la fois, la pleine conscience développe la cohérence avec soi-même et donc naturellement avec les autres. On développe une cohésion effectivement avec soi-même, naturellement avec les autres. Et à la fois, on est capable effectivement de rebondir, c'est-à-dire qu'effectivement, on est résilient par rapport à soi-même, mais on devient aussi résilient effectivement dans des cadres évidemment collectifs et sociaux. Voilà, on pourrait parler effectivement de capacité de discernement, d'une attention juste et claire par rapport aux choses, à nos expériences effectivement de soi, les expériences effectivement avec les autres, puisqu'encore une fois, bien sûr, la pleine conscience est avant tout une expérience, à la fois les expériences effectivement intérieures et extérieures, mais c'est aussi une expérience, c'est-à-dire c'est la rencontre avec les autres, et donc forcément ce sont aussi des expériences interpersonnelles. Et donc naturellement, ce que vous avez exprimé, monsieur, se retrouverait dans ces expériences-là. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, là-haut. Et puis après, je vous présenterai rapidement l'offre de formation, entre guillemets. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre d'une démarche en entreprise, est-ce que la mindfulness peut se suffire à elle-même ou fait-elle partie d'une dimension plus globale? Je crois que c'est bien de pointer avec votre question comme ça les choses. Parce qu'on a un peu tous dit ça, que ça serait terriblement réducteur de penser que, je vais être caricatural parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, tiens, je fais le dirigeant qui passe qui s'inscrit à une conf, qui dit « Oh, j'avais jamais entendu parler de la mindfulness. Oh, chouette la mindfulness. Bon, ben voilà, maintenant, pour les 3 prochaines années, la qualité de vie au travail, ça sera la mindfulness. » Je crois que nous avons tous dit que ça ne va pas marcher. Tout simplement parce qu'effectivement, ça va passer par des pratiques individuelles qui vont être assez longues. Donc, si l'entreprise a 100 personnes, s'il faut faire méditer les 100 personnes, ça va être long. Donc, ça va se déployer dans le temps. Et puis, il faudra toute une réflexion. Lise en a très bien parlé, c'est que si le dirigeant se dit moi, je voudrais plus de transparence, une émotion plus assumée, une communication non violente et authentique, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, de la résilience individuelle et organisationnelle, de la cohésion d'équipe, voilà. Tout ça, c'est ce que ça propose. Mais faut-il que déjà la tête de l'organisation en ait envie, l'ait compris, l'assume, le porte, le conduise dans le temps, ne change pas d'avis au bout de 6 mois, parce que tout ça va prendre du temps. Donc de toute façon, ça ne marchera vraiment, et ça ne sera pas de l'entertainment ou du plat sur une jambe de bois, si effectivement il y a une réflexion avec les RH, il y a une réflexion avec le comité de direction, et il y a un engagement dans la pratique de ces personnes. Mais je fais de l'enfonçage de porte ouverte, mais à peu près tout le temps en RH, on passe notre temps à dire si le dirigeant n'est pas exemplaire. Alors là, c'est très coûteux, l'idée d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sur le coussin, comme on dit en méditation. Il faut qu'il médite et qu'il puisse dire j'ai pratiqué, j'ai vécu l'expérience. Et je suis en train de vous dire que ça serait bien qu'on le fasse ensemble ou que vous vous y mettiez avec un instructeur ou une instructrice, parce que moi, j'ai vécu la transformation et c'est génial. Donc c'est sûr que quand le haut
à vraiment mouiller sa chemise dans les pratiques de méditation, il va y avoir un effet, mais ça ne peut pas être le seul. Il faudra des accompagnements au niveau de l'organisation, au niveau des collectifs, au niveau des dispositifs de gestion, au niveau des process, et tout doit être pensé. Sinon, il n'y a pas de QVT. C'est pour ça que c'était important que Nathalie intervienne en premier. La QVT, ce n'est pas que la dimension individuelle. Mais la pleine conscience peut être un excellent moyen d'engager des processus de transformation individuels, collectifs et organisationnels. Ça va? J'ai pas dit trop de bêtises? Bien. Simplement, comme le temps tourne et que les obligations des uns et des autres, et que je suis un obsédé du temps, paraît-il, il est 19h55 et j'ai 5 minutes pour présenter. Je crois qu'on est dans le timing. Après, on me surnomme le coucou suisse. Allez savoir pourquoi. Alors, juste le certificat management, mindfulness et bien-être au travail qui est proposé. Prenez des plaquettes. Vous aurez la petite présentation de 5 minutes qui sera en ligne. Ce que je vais dire, ça sera en ligne la semaine prochaine. Voilà, vous n'aurez rien raté comme ça. Alors, sur les objectifs, je ne vais pas être très, très bavard parce qu'en fait, on en a énormément parlé déjà. Je vais reprendre quelques points très, très vite. Quelle sorte d'objectifs les managers... Alors, le certificat est ouvert aux managers, aux personnes qui managent, pas qui vont manager. Il faut déjà être dans le bain. Et ça peut être du management direct, ça peut être de la coordination de projet, ça peut être du management transversal, ça peut être du management à différents niveaux, mais c'est pour des managers. On a des projets pour ouvrir à d'autres types de publics d'entreprise, mais pour l'instant, pour qu'on tienne la cible en 66 heures, on préfère avoir des profils communs. Donc, le certificat, c'est un certificat de sensibilisation aux questions qu'on vient de traiter. Nathalie interviendra sur la QVT. Emmanuel Abord de Châtillon, qui est le patron de la chaire santé au travail à Grenoble, viendra parler de santé au travail. Vous aurez aussi Michel Barabel, qui est un des grands... il est responsable de l'exécutif RH à Sciences Po Paris, qui est un grand spécialiste de l'évolution des pratiques managériales. Donc, il y aura des capsules de formation pour se sensibiliser à ces sujets. Bon, voilà, ça, c'est, je dirais, très classique. Il y a bien évidemment cette idée de transformation des postures managériales dont vous avez parlé dans vos questions. L'idée de ce certificat, si on doit la résumer en 3 mots, c'est transformer les postures managériales. Voilà, je vais faire court. Mieux se connaître. Il y a, je crois que Lionel l'a bien souligné, il y a un processus introspectif. Vous l'avez peut-être même senti dans cette pratique très courte. Il y a une connexion à soi. Et bien évidemment, la méditation, c'est pas s'arrêter de penser. La méditation, c'est pas juste ouais, chouette, je vais aller mieux, c'est du bien-être, c'est du spa. Non, la méditation, ça peut être aussi une rencontre avec des pensées désagréables, avec des sensations physiques désagréables, avec des humeurs que l'on a, qui nous dérangent. La méditation, c'est pas un chemin agréable. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est génial, mais c'est pas juste chouette. Donc, bien évidemment, c'est mieux se connaître, prendre soin de soi, c'est se connecter à ce que le corps vient dire aux émotions et que les pensées n'écoutent pas souvent, que l'esprit n'écoute pas souvent. Et c'est la condition pour prendre soin des autres. Si on voit des managers qui sont extrêmement stressés, sous pression du temps, soumis à du reporting permanent, ne prennent pas soin d'eux, ils auront énormément de mal à prendre soin de leurs équipes. Et donc, ils auront des problèmes de santé au travail. Et ils vont évidemment développer des problèmes de santé au travail vis-à-vis des collaborateurs et des collaboratrices. Donc ça commence par soi. Le management, ça commence toujours par soi, de toute façon. Il faut d'abord se connaître, sinon c'est compliqué. Voilà, bien évidemment, aller au contact des ressources attentionnelles, corporelles, émotionnelles, cognitives, d'aller au contact de toutes les ressources que l'on a et dont souvent on est coupé. Hein, c'est vrai que quel manager va vraiment puiser dans son corps et ses émotions pour manager? On manage beaucoup de gens managent avec leur cerveau, hein, pour faire court. Voilà. Et puis, ce qui est important, vous voyez, le mot résilient, il y est. Monsieur qui parlait de résilience, il y a cette idée de manager résilient. Et puis, bien évidemment, c'est un certificat qui va être très sensible à soigner les transferts d'apprentissage. Donc, Lise s'occupera de coaching collectif, donc de temps réservé pendant la formation pour discuter ensemble dans la promotion
de qu'est-ce qui m'arrive personnellement, qu'est-ce que ça transforme et qu'est-ce que je suis en train de transformer ou pas dans mes pratiques d'entreprise, et qui est une discussion, une élaboration vraiment dans l'échange de ces transformations en cours. Il y a même dans ce certificat du coaching individuel qui est proposé en ligne pour que des personnes puissent poser des choses très personnelles qu'elles ne souhaitent pas poser en promotion. Donc ça, on a beaucoup soigné les transferts d'apprentissage pour qu'il y ait un vrai temps de digestion de qu'est-ce que je suis en train de vivre ici dans ce programme et qu'est-ce que j'en fais pour moi, pour ma vie privée, pour ma vie professionnelle, parce que ça va aussi parfois toucher la dimension perso. Donc c'est du résidentiel, donc ça ne se passera pas ici. Ça se passera au domaine Lyon-Saint-Joseph pour les gens qui sont de la région. Donc dans l'ouest lyonnais, c'est un endroit propice à se poser, c'est zen, on est dans un grand parc. C'est bien de se mettre un peu à l'écart pour partager ces pratiques-là, tout simplement parce qu'elles aident à se ressourcer. Ça fait partie des conditions environnementales. C'est par période, donc c'est des périodes principalement jeudi après-midi, vendredi, il y en a 6, avec des temps d'intercession importants. Donc, du travail à faire tous les jours, des audios de méditation à refaire chez soi, des tableaux d'auto-observation de comment j'ai pas réussi aujourd'hui. Tiens, pourquoi aujourd'hui j'ai pas fait ma pratique? Parce que j'ai tellement pris soin des autres que j'ai pas pris soin de moi. Ah bon, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis pas un peu dans le fait plaisir tout le temps, puis je m'oublie? Bon, voilà. Du travail en binôme entre les périodes pour que les participants s'entraident et échangent sur les pratiques. Voilà, donc il y a vraiment... Et puis bien sûr, il y a de la méditation, une quinzaine d'heures de méditation et d'échanges sur la pratique méditative. Alors quelque chose qu'on n'a pas fait là, mais dans les programmes de pleine conscience, on parle dans l'instant, tout de suite après les pratiques, de ce qu'on vient de vivre. Et on apprend à décortiquer son expérience. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'émotions? Qu'est-ce qui a émergé dans l'expérience? Parce que ça, c'est le cœur, en fait, de la machine, entre guillemets, pleine conscience, c'est de mettre des mots sur la façon dont on a vécu une expérience centrée sur soi. Donc ça, il y a du temps qui sera réservé pour ça, bien évidemment. Et je l'ai dit, accompagnement collectif, accompagnement individuel, des travaux guidés, tout ça, je l'ai dit. Donc ça fait à peu près, j'ai dit 66 heures plus 1 heure de coaching, 2 fois 30 minutes de coaching individuel. Tout ça, je l'ai raconté, c'est parfait. Et donc, pour plus d'infos, voilà le mail. Sur le site de l'IAE, vous avez la plaquette et vous avez sa version papier ici. Date limite des candidatures, le 5 septembre. Et pour ceux qui ont des questions sur le certificat, nous sommes à votre disposition. Merci.